Bonjour à tous et bienvenue dans le premier débat en direct du think tank citoyen Wati sur le droit de la propriété intellectuelle dans l'écosystème des industries culturelles et créatives africaines. Je suis Sarah Kabawage, chargée de la communication de Wati, et je serai la co-modératrice de cette discussion en compagnie de mon collègue Paté Jay, chargé de recherche à Wati. Bonjour Paté. Bonjour Sarah. Cette conversation d'une heure de temps sur le secteur prometteur des industries culturelles et créatives ne pourrait se tenir sans notre très cher invité, agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Je veux nommer le professeur Yamar Samb. Bonjour professeur Samb. Bonjour Sarah, bonjour Paté et bonjour à toutes et à tous qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté de nous éclairer la lanterne sur ce sujet. Pour rappel, cet échange se tient dans le cadre du débat de Wati, tournant autour de la question « Comment mieux valoriser les industries créatives pour accroître les productions culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest ?» Comme vous pouvez le voir à l'écran, la page du débat est disponible sur le site www.wati.org. La question qu'on pose s'adresse à tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à tous ceux qui ont un avis, une expérience ou une contribution à apporter sur ce sujet. Les contributions se font sous format d'articles de 1000 à 1500 mots que vous pouvez envoyer à l'adresse infowati@wati.org, ou vous pouvez simplement vous rendre à la page du débat sur notre plateforme et cliquer sur le bouton « Participer au débat ». Le débat est aussi un moyen pour Wati de démocratiser le savoir et la recherche scientifique, à travers des Wati Notes, qui sont des résumés de documents scientifiques, mais aussi à travers des vidéos sur le sujet abordé. Vous pouvez trouver tout cela sur la plateforme wati.org qui s'affiche à l'écran. Alors, pour en venir à notre thème du jour, professeur Samb, en 2021, dans l'économie du savoir mondialisée, la propriété intellectuelle est riche de promesses en termes de croissance, d'échanges commerciaux et d'emplois en Afrique de l'Ouest. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus que jamais nécessaire de réfléchir à la manière dont fonctionne le droit de la propriété intellectuelle? Alors, quelles sont les grandes lignes de l'encadrement juridique de la propriété intellectuelle, l'expression créative au Sénégal et dans la région ouest africaine? Ou pour faire plus simple, quels sont les moyens de protection de l'initiative de la création? Quels sont les moyens de protection à l'aboutissement de la création? Et quelles sont les possibilités de recouvrement des profits de la création? Et en cas de contentieux administratif ou juridictionnel, quelles sont les voies de recours dont dispose le créateur? Merci beaucoup Sarah, je réitère mes remerciements à l'endroit de toute l'équipe de Wati, à Paté avec lequel j'ai également échangé. Je me réjouis de participer à cet échange en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui aime Wati, qui suit Wati et qui a des amis chez Wati. Le thème est tout à fait intéressant parce que le droit de la propriété intellectuelle est un droit qui est en phase avec notre époque. Je disais tantôt à Pathé qu'on va éviter d'en faire, c'est le défaut de juriste, un cours de droit. Ce n'est pas l'objectif. Donc, l'objectif sera d'expliquer c'est quoi le droit de la propriété intellectuelle, quelles sont les grandes lignes, ces grands principes, et comment les acteurs créatifs, imaginatifs et innovants peuvent en tirer profit. Donc, le droit de la propriété intellectuelle, il faut savoir que c'est un droit qui protège la création de l'esprit ou les créations de l'esprit. Pourquoi les créations de l'esprit? Parce que c'est un droit qui protège aussi bien les créations industrielles que les créations littéraires et artistiques. Par création industrielle, nous entendons par là le droit des brevets, les brevets d'invention, la marque de fabrique ou de service, les dessins et modèles industriels, le nom commercial, le logo, etc., etc. Donc ça, c'est le droit de la propriété industrielle. Et à côté, il y a le droit de la propriété littéraire et artistique. Littéraire, toutes les créations comme
les livres, etc., les romans, etc., et artistique, tout ce qui relève de la peinture, de l'art appliqué, etc. Donc voilà les deux familles du droit de la propriété intellectuelle. D'une part, le droit de la propriété littéraire et artistique, dont le domaine phare est le droit d'auteur, les droits voisins, nous y reviendrons. Et à côté, il y a également le droit de la propriété industrielle, droit des brevets, droit de la marque, non commerciale et consorts. Donc voilà en un mot comment on pourrait définir le droit de la propriété intellectuelle. Maintenant, je ne sais pas si je dois enchaîner par rapport à toutes les questions. Oui, Euh, vous pouvez. Sinon, je peux juste rappeler. oui, il faut savoir que le droit de la propriété intellectuelle, et on en parlera plus tard, est aussi un droit qui est en phase avec les soucis de Wattie. C'est un droit qui protège la création littéraire et artistique et qui parle de création littéraire, aussi parle de messages politiques, parle de messages citoyens, parle de messages prenant en compte les préoccupations des peuples. Alors, beaucoup de gens se méprennent sur comment leurs créations doivent être protégées. Il faut savoir que quand on parle, par exemple, de création industrielle, là, l'État entre en jeu, l'État est acteur. C'est pourquoi en Afrique, on a un regroupement d'États autour d'une institution qui s'appelle l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pays dont le siège se trouve à Yaoundé, dont la vocation est de protéger, de délivrer des titres de protection sur tout ce qui relève de la propriété industrielle. Tout ce qui est brevet, marque, se protège au niveau africain auprès de l'OAPI qui regroupe essentiellement des pays francophones. Et pour ce qui est par contre du droit d'auteur, là, un État comme le Sénégal a fait un choix de souveraineté puisque il n'y a pas d'organisme africain en soi qui délivre des titres de protection pour une raison toute simple. En matière de droit d'auteur, beaucoup de gens l'ignorent, il n'y a pas de titre de protection. C'est-à-dire que c'est la création qui emporte la protection dès lors que la condition d'originalité est remplie. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, au Sénégal, quelqu'un qui peint un tableau, qui écrit un ouvrage, qui dessine, qui colorie, n'a pas besoin de formalisme particulier pour obtenir la protection de la loi de 2008. C'est une loi jeune qui a que 13 ans et qui fait partie du package de lois de la société de l'information, qui reprend l'idée du droit d'auteur civiliste francophone, que la création emporte la protection dès lors que la condition d'originalité est remplie. Ça veut dire quoi? Cette condition d'originalité est appréciée à l'aune d'un prisme subjectif. En matière de propriété industrielle, il y a des critères objectifs énumérés par la loi qu'il faut remplir pour obtenir un titre de protection. En matière de propriété littéraire artistique, il faut que la création soit originale, c'est-à-dire soit empreinte de la personnalité de l'auteur ou bien que l'auteur puisse justifier d'un apport intellectuel. Ça veut dire quoi? Que cette condition d'originalité s'apprécie sur le fait qu'on puisse retrouver, par exemple, dans la Terre Sainte ou de Mbougarsar, la personnalité même de Mbougarsar, sa subtilité, son élégance, son tempérament, etc. Donc voilà très rapidement quelques éléments pour camper le décor en matière de propriété intellectuelle et de cadre général de protection. Merci, professeur. Alors, en cas de contentieux administratif ou juridictionnel, quelles sont les voies de recours dont dispose le créateur? Alors, en matière de contentieux, il y a les juridictions classiques en Afrique qui sont compétentes
Et si on prend le cas du Sénégal avec les nouvelles réformes ayant mis en place le tribunal de commerce, il faudra vérifier lequel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige. On ne peut pas proprement parler de contentieux administratif parce qu'en général, il s'agit de personnes, de particuliers qui sont concernés. Donc, dès lors, le contentieux va se retrouver au niveau des juridictions classiques avec les règles classiques du procès civil, la preuve incombant au demandeur, mais la spécificité de la propriété intellectuelle, c'est qu'à côté des sanctions civiles, c'est-à-dire la réparation du préjudice, le versement de dommages et intérêts, il y a également la possibilité de réclamer une sanction pénale. Puisque quand on porte atteinte à la création d'un auteur, d'un inventeur, on contrefait, on commet le délit de contrefaçon. Et ce délit de contrefaçon, comme tout délit se trouvant dans notre arsenal répressif, peut faire l'objet d'une amende, voire d'une peine d'emprisonnement. Donc, on retrouve là, du coup, les mêmes règles que dans les procès civils pénals classiques, rapporter la preuve, faire comparaître celui dont on accuse du forfait, etc., demander la réparation du préjudice, être dédommagé de son préjudice matériel, moral, etc. Donc, on retrouve toutes les règles quasiment du procès civil classique en matière de propriété intellectuelle. D'accord. Merci, professeur. Alors, sachant que les industries culturelles et créatives sont des secteurs d'activité qui ont pour objet la création, le développement, la diffusion, la promotion et la commercialisation de biens et de services qui sont de nature artistique, culturelle et patrimoniale, choses que font tant bien que mal beaucoup d'Africains et à petite échelle. Est-ce que la propriété intellectuelle prend en compte les artisans du milieu informel? Et comment pouvons-nous aider ces derniers à tirer profit au mieux de ce dispositif juridique? Alors, la propriété intellectuelle prend en compte tous les créateurs, quels qu'ils soient. Donc, la condition qu'elle pose, je viens de le rappeler, pour un brevet, il y a les conditions qui sont exigées par la législation communautaire, je reprends plus ou moins la législation française. Pour une marque, il y a également des conditions qui sont exigées, qui sont des exigences légales. Et pour ce qui est de la création, encore une fois, c'est l'originalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un artiste qui a pignon sur rue, comme quelqu'un qui serait à Ngaï, sur la route nationale menant à Saint-Louis, ils sont potentiellement, ils peuvent postuler et obtenir la protection de la loi sur le droit d'auteur. Dès lors, encore une fois, que leur création littéraire ou artistique remplit la condition d'originalité. Donc, cette condition d'originalité est très importante, mais il faut aussi que la création puisse faire l'objet d'une déclinaison matérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit de la propriété intellectuelle, en général, le droit d'auteur en particulier, ne protège pas une idée. Quand on a une idée, qu'on en parle à son copain, à son collaborateur, qui, lui, le matérialise, on considère que c'est lui le véritable créateur de la chose. Donc, l'artisan de Soumbédioune, de Ngaï ou du village des arts, de la même manière que celui qui est dans une galerie, dès lors qu'il parvient à concrétiser son idée, à le draper autour d'une certaine originalité, de la même manière que celui qui a pignon sur rue peut bel et bien postuler et obtenir la protection du droit d'auteur.
Mais il faut le rappeler, je l'ai brossé, il y a un principe qui voudrait que les idées soient de libre parcours et par conséquent, quand on a une idée, tant qu'elle n'est pas matérialisée, c'est une condition que pose la loi au Sénégal, l'idée ne peut pas être protégée, n'est pas protégeable. Merci Saran d'avoir mené la barque jusqu'ici et merci professeur pour ces éclaircissements. Je rappelle à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre que nous sommes dans le cadre d'un Facebook Live sur le droit de la propriété intellectuelle appliqué aux industries culturelles et créatives et ceci dans le cadre du débat de Wati sur les industries culturelles et créatives. Lorsqu'on parle du droit de la propriété intellectuelle, on pense à une image. L'artiste qui a une idée pour faire un scénario de film, une musique, un texte, passe des heures de travail. Et c'est comme l'orpailleur qui passe des heures dans la boue pour trouver une seule pépite d'or. Et lorsqu'on la dépossède de cette découverte-là, c'est comme si on lui niait une paternité en quelque sorte. Voilà toute l'urgence qu'il y a derrière le fait de protéger l'artiste, de protéger les artistes pour qu'ils puissent jouir de la propriété intellectuelle. Donc, cher professeur, aujourd'hui, comment capter la valeur de la propriété intellectuelle et en faire un levier de développement pour nos pays? Alors, vous savez, l'État, c'est vrai, indirectement, peut capter tout ce qui est richesse économique. Et c'est le lieu de rappeler, par exemple, que justement, en matière de propriété littéraire et artistique, que cette matière-là a pris son essor est née du fait du développement de l'imprimerie en phase avec le siècle des Lumières. Et la propriété industrielle, elle, s'est développée en même temps que la révolution industrielle. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est les frémissements économiques, c'est l'état d'avancement d'une économie qui renseigne sur la potentialité à capter les valeurs économiques de ces créations. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez le droit des brevets, le droit des brevets, aujourd'hui, c'est quasiment un droit inexistant dans nos pays pour une raison toute simple. Le brevet permet à celui qui en est titulaire de bénéficier d'un monopole pendant 20 ans. Par conséquent, pendant tout ce temps, c'est celui qui joue du monopole qui tire profit sur le plan économique de son invention. De la même manière, quelqu'un qui bénéficie sur sa marque d'une protection est le seul dans le territoire sur lequel est protégée sa marque à pouvoir en tirer profit. Et en matière de droit d'auteur, là, la différence est un peu plus nette. Parce que si on prend le droit de la propriété littéraire, quelqu'un qui sort un livre, alors le profit économique dépend plus ou moins de comment le public accueille le livre. De la même manière, quand Youssou N'Dour s'enferme pour sortir sa chanson, la chanson le rémunérera à la hauteur de l'accueil que fait le public de sa nouvelle sonorité. Donc finalement, le tirer profit, il faut le relativiser, c'est d'abord l'inventeur, l'artiste, le créateur qui en tire profit. D'abord. Toutefois, l'État indirectement pourra en tirer profit parce que quand les chansons de Souleymane Faye marchent, de Fally Ipupa ou je ne sais plus qui d'autre, des manifestations culturelles vont en découler et l'État pourra, en mettant à disposition des salles, en recevant des impôts domaniaux sur les lieux de situation de ces salles-là, en tirer également profit. Et il ne faut pas aussi négliger le profit immatériel parce qu'on est dans des États où la création littéraire a toujours joué un rôle d'éducation, d'avant-gardisme, voire de militantisme. Si on regarde sur le rétroviseur, par exemple, dans nos États ouest-africains, le Sénégal, le Mali, Côte d'Ivoire, etc.,
après la Seconde Guerre mondiale, portés par le mouvement de la négritude, ce sont les acteurs culturels qui ont été à l'avant-garde de la contestation coloniale. Les exemples sont nombreux. On peut citer Temps présent, temps perdu de Malick Fall, Fodéba Keïta au Mali, Bintou Bamba, Moussa Kelitigi, qui, par leurs pièces de théâtre, leurs créations artistiques, malgré l'inexistence d'un vrai droit de propriété intellectuelle, ont quand même porté le combat de la contestation de l'ordre établi qui n'était pas notre ordre, notre propre ordre ne reflétant pas notre propre identité. Donc, comment en tirer profit? Il y a l'aspect économique, mais il ne faut pas aussi négliger l'aspect immatériel parce que la littérature, de façon générale, joue dans son rôle d'éducation, d'alerte, de conscientisation. Le théâtre également, la musique, je ne sais pas trop, on nous dit qu'elle adoucit les mœurs, certainement, mais en tout cas, de façon plus globale, les créations littéraires artistiques peuvent avoir aussi bien un impact économique qu'un impact immatériel en termes de conscientisation, d'éducation des masses, des peuples, etc. Merci, ça c'est très pertinent et merci d'ailleurs d'avoir, au-delà des aspects économiques, parlé de l'aspect immatériel. Peut-être même on va parler d'une dimension symbolique et que ces productions-là pourraient même vendre la destination vers un pays ou bien positionner ce pays-là sur un plan diplomatique par rapport à un sujet donné. Et donc, pour poursuivre, aujourd'hui la notion de propriété intellectuelle semble être éloignée des consommateurs. Comment faudrait-il les sensibiliser et les pousser à se sentir concernés par rapport à cela? Alors, comment les y pousser? Ça rejoint un peu ce que l'on vient de dire. Vous savez, c'est une phrase qu'aime bien rappeler notre maître, le professeur Abdoulaye Cissé, auprès de qui on a fourbu nos armes. C'est une phrase de Portalis. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut jouer son rôle de mettre un cadre. Le cadre, il est là. On encourage les créateurs à faire preuve d'imagination. Ils seront protégés, ils seront rémunérés de leur création. Et n'oublions pas que, par exemple, l'artiste peintre qui cède un tableau, l'acquéreur n'a pas plus que la toile et les couleurs, puisque le tableau demeure un bien du peintre, dans la mesure où il y a ce qu'on appelle des droits moraux qui survivent à la vente de la toile. Ça veut dire donc que les consommateurs, je ne sais pas par qui doit-on entendre consommateur, mais le grand public tire profit de la propriété intellectuelle, peut-être sans avoir à l'esprit la légalité de la manière dont on en tire profit. Autrement dit, nous tous sommes peut-être consommateurs de téléfilms, de sport, de cinéma, de littérature, mais est-ce que nous sommes tous, nous tous passons par les circuits légaux d'acquisition de ces supports? C'est une question. Est-ce que M. J n'est pas un familier de BitTorrent? Peut-être. Peut-être que Ousmane Manekan est plutôt Pirate Bay pour moi, je suis plutôt un autre lien pour regarder mes matchs de basket. Il faut qu'on se pose la question. Donc, c'est aussi une interrogation que nous tous devons avoir en nous disant, écoutez, cette personne qui nous permet de voyager dans le temps grâce à ses œuvres, cette personne qui nous permet de nous oublier en contemplant un tableau, en voyageant dans nos sentiments, en écoutant sa musique, comment pourrait-on la remercier? Ça passe d'abord par acquérir également son honneur. Donc, les consommateurs du Sénégal, comme d'ailleurs, sont des consommateurs qui aiment la gratuité, si possible. Mais
c'est aussi le rôle de l'État d'avoir posé un cadre, le mérite de l'État d'avoir posé un cadre, d'avoir créé une structure, la SODAV, pour accompagner les auteurs et les artistes interprètes titulaires du droit voisin, d'avoir créé une brigade spéciale qui lutte contre la piraterie, etc. Donc, les consommateurs doivent également jouer le rôle qui est le leur en acceptant de consommer, justement, de s'approprier ces créations, mais en gardant à l'esprit que derrière le créateur, il y a un homme et que tout homme doit vivre également de son art. Merci, professeur. C'est très fondamental de rappeler aussi cette dimension éthique dans la manière de consommer ces productions artistiques-là, puisque peut-être ne serait-ce que dans la manière de nous approprier ces outils-là, on peut rendre hommage à cette personne-là qui nous permet de voyager dans le temps et même peut-être de mieux affronter les vicissitudes du quotidien. Alors, quels sont les défis aujourd'hui liés à la protection intellectuelle à l'ère du digital? Voilà, les défis à relever avec l'utilisation, la distribution et la commercialisation des contenus créatifs sur les plateformes digitales. Vous avez déjà tout à l'heure cité uTorrent, par exemple. Voilà. Absolument. Les défis sont très, très nombreux. Certainement, mon ami le professeur Mamadou Niane, s'il nous écoute, sera d'accord avec moi. C'est d'abord nous-mêmes, à travers nos données personnelles, qui parlent de digitalisation, parlent également de renseignements, d'opt-in, d'opt-out, de formulaires pré-remplis, etc., de connexion, de déconnexion. Donc, nous avons nos données nous-mêmes qui figurent sur cette plateforme. Nul n'ignore qu'on est à l'ère de l'économie de la donnée. Il faut le mettre en perspective avec la nécessité de garantir à tout citoyen également la protection de sa vie privée. Ça, c'est un. En même temps, sur le plan économique, nous le voyons tous, les plateformes sont très, très nombreuses du fait de l'évolution à une vitesse que personne ne peut maîtriser de la technologie. Et cette évolution a un impact très important en matière de propriété intellectuelle. On a parlé des plateformes de streaming. Nous tous, parfois, nous s'y promenons pour écouter de la musique de façon illégale. Et je crois que les derniers chiffres qui ont été sortis aux États-Unis, par exemple, montrent que du fait de la digitalisation, je n'ai pas envie de dire excessive, mais fulgurante, 140 000 emplois sont détruits. Et certainement, parmi ces 140 000 emplois aux États-Unis, si on avait des unités de mesure pertinentes dans nos pays, nous pourrions voir tout de suite que du fait que les artistes, parfois, eux-mêmes, ont beaucoup de mal, avant les consommateurs, à s'approprier cette digitalisation. Ils sortent du studio avant que la nouvelle création passe dans les radios. On le retrouve à Sandaga, à Taliboumak, à Colaban, etc., etc. Donc, le défi, c'est également de permettre de tracer tous ces consommateurs illégaux et friands de création littéraire et artistique vers un cadre qui les amènerait à comprendre que l'artiste doit également vivre de son art. Je prends un exemple. En France, c'est un problème très complexe. En France, comment ils l'ont réglé? Ils ont également mis à contribution les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires techniques, donc tout cet écosystème pour que le consommateur n'ait pas un usage abusif, illégal de la création de l'inventeur ou de l'auteur. Ils ont voté une loi qui, bon gré mal gré, a essayé de régler ce problème, la loi Hadopi. Ça part de l'envoi d'un email pour vous alerter sur votre usage excessif, sur vos visites fréquentes sur un site de streaming, le téléchargement illégal, etc., etc. Et ça peut aller jusqu'à une demande aux fournisseurs d'accès de déconnecter complètement
l'usager. Et après la déconnexion, maintenant, il y a des mesures ultimes, c'est l'amende que peut recevoir la personne. Donc, les défis, c'est d'abord conscientiser les citoyens, les consommateurs sur le fait que le créateur reste un homme soucieux de vivre de son art, les conscientiser sur la nécessité de se préserver eux-mêmes d'un usage excessif de ces plateformes, l'addiction, on l'a dit, la violation de la vie privée et surtout, parfois, le fait de rester de façon discontinue sur un écran, futile pour lire, pour écouter de la musique, pour regarder un film, pour aussi être à l'origine de ce que certains auteurs appellent aujourd'hui les crétins digitaux. Donc, les défis sont nombreux, ils sont économiques, ils sont politiques, juridiques, mais ils sont également, comme on l'a dit tantôt, immatériels. Merci, professeur. Je pense que cette conscientisation-là, elle est sine qua non dans la mesure où l'Afrique va devenir de plus en plus la prochaine destination, par exemple, des plateformes de streaming de musique comme Spotify, Deezer sont en train d'envahir le continent puisque le nombre de connectés ne cesse de grandir chaque année. Donc, nous devons prendre à bras le corps cette problématique-là avant de peut-être souffrir de ces mêmes fléaux-là. Donc, nous allons poursuivre avec les questions. C'est très important parce que nous avons eu la chance de faire une thèse sur la propriété intellectuelle, mais dans une perspective d'histoire du droit. Vous savez, cette conscientisation, elle est nécessaire parce que l'Africain, par essence, a une approche. La propriété intellectuelle, c'est un droit qu'il faut mettre en perspective avec une approche culturelle, voire civilisationnelle. En Afrique, on a plutôt une approche collectiviste des choses. Le bien de quelqu'un, c'est également le bien de l'autre. Il faut qu'on partage. On peut même prendre sans demander la permission. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Alors que oui. bien consacrer une individualité. C'est-à-dire que même le salarié qui est auteur dans le cadre de son travail reste auteur. Reste auteur. Euh, on en reparlera certainement, ce n'est pas le lieu de perdre les gens dans des juridismes, mais c'est l'Africain l'Afrique qui est comme ça. Par essence, on a un ADN très collectiviste où le partager ensemble est une réalité. Peut-être que ça a vécu, mais ça a été toujours comme ça. Du coup, on se retrouve dans une posture de sous-estimer, de ne pas, de manquer de considération à l'appropriation individuelle. Et ça, ce n'est pas une réalité propre à la propriété intellectuelle. S'il y a des gens intéressés par la question foncière, parmi nous, ceux qui nous suivent vont vous le dire, on a eu la même problématique en matière foncière où, un moment, on a voulu promouvoir l'appropriation privée, mais très rapidement, les premières autorités se sont rendues compte que du fait de la nature collectiviste de l'Africain, c'était très difficile de consacrer un droit individuel de propriété. Et le droit de la propriété intellectuelle n'échappe pas à cette réalité. Merci pour cette précision encore davantage. Et donc, nous allons poursuivre avec Sarah pour les questions de celles et ceux qui nous suivent. Alors, tout d'abord, merci, professeur Samb, et merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et tous ceux qui étaient inscrits et qui assistent effectivement à l'événement. Alors, tout à l'heure, professeur, vous avez parlé d'employés, de salariés qui peut en même temps être auteur. J'ai une question dans ce sens dans les commentaires. Maudo Malik nous dit, dans le cadre d'un logiciel développé in-house dans une structure, le concepteur peut-il se prévaloir de sa paternité alors qu'il était salarié de la société bénéficiaire? Alors, c'est une très, très bonne question qui va nous amener, nul n'est parfait, à remettre le costume juridique parce que le terme qu'a employé celui qui a posé la question est une
est une expression que consacre le droit de la propriété intellectuelle. En droit d'auteur, il faut savoir qu'il y a deux types de droits qu'on reconnaît à l'auteur. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux qu'on peut valoriser économiquement. C'est le droit de représentation, le droit de reproduction. Quand on sort un CD, on peut en faire autant d'exemplaires qu'on le souhaite parce qu'on en est l'auteur. OK. Mais par contre, il y a des droits que l'on appelle le droit de la paternité, au respect de l'œuvre, de divulgation, etc., qui sont des droits incessibles. C'est-à-dire que il peut y avoir des conventions quand on demande à quelqu'un de nous faire un logiciel, on peut faire une convention qui nous permet d'acquérir les droits de reproduction, de représentation, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Par contre, il y a des droits que l'on considère comme incessibles, c'est par exemple la paternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui crée aura toujours l'étiquette de l'auteur, à proprement dit. Maintenant, qu'une autre personne l'exploite, c'est autre chose, mais l'auteur en tant que tel de la création demeure celui qui l'a conçu de par la fertilité de son esprit. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon pas très juridique à la question, mais c'est à peu près ça en termes de consécration légale. D'accord. Est-ce que cela signifie que l'employé peut aller dans une autre structure et créer un logiciel identique à celui qu'il avait fait dans l'entreprise précédente? Alors, en matière de logiciel, il y a une certaine ambivalence. Le logiciel peut être protégé bien évidemment par le droit d'auteur, mais quand il s'agit de création informatique comme les bases de données, on peut se retrouver également dans une certaine mesure dans le droit des brevets. Et dans ce cas, il y a ce qu'on appelle des inventions détachables, des inventions non détachables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des types de créations qui peuvent être considérées comme étant exclusives aux salariés. Donc, l'employeur n'a rien à voir avec sa création. Mais il y a aussi d'autres types de créations industrielles et artistiques qui peuvent être considérées comme étant, en tout cas, l'employeur peut être considéré comme celui qui doit en tirer profit. Par conséquent, le salarié, en plus de sa rémunération pour son travail habituel, aura un surplus de rémunération du fait de la création qu'il a conçue et concrétisée. D'accord, là c'est beaucoup plus clair. Alors je vais passer à la prochaine question. Pourquoi, une question de Castro Delmasson, j'espère que j'ai bien dit, pourquoi le droit de la propriété intellectuelle n'est pas exhaustif chez les Africains? Par exemple, le droit de brevet sur les vaccins contre la COVID-19. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de pourquoi les Africains n'ont pas créé le vaccin sur le Covid. On a eu l'artémisia de nos amis malgaches. Certains nous disent que ça marche, pourquoi pas? Dans tout état, le brevet est un droit, est une matière très technique et qui sert un peu de baromètre de l'état d'avancement ou de l'industrialisation d'une économie. Aujourd'hui, si on regarde la carte des brevets, même ceux contre le Covid, ces vaccins émanent de pays considérés comme suffisamment, voire avancés sur le plan industriel. Parce que le brevet, encore une fois, à titre de rappel, est un titre officiel qui sanctionne une invention. Et pour que ce brevet sanctionne une invention et donc confère un monopole d'exploitation pendant 20 ans, il y a des conditions extrêmement rigoureuses qui sont exigées
l'inexistence, l'absence d'antériorité, l'activité inventive, la susceptibilité d'exploitation commerciale, etc., etc. Donc, ces pays-là sont des pays qui encouragent leurs chercheurs, qui leur donnent des moyens de travailler et d'être à la pointe de la technologie, de la médecine, etc., etc. Aujourd'hui, il faut en souffrir. Nos États n'ont pas, sinon ne mettent pas suffisamment de moyens pour appuyer la recherche, ou en tout cas n'ont pas suffisamment de ressources pour les mettre au service de la recherche. Certainement, il y a beaucoup de situations prioritaires. Nous tous à Dakar pataugeons actuellement dans les inondations, les universités bouillonnent de revendications, les urgentistes dentistes réclament un surplus de rémunération. L'État, avec ses maigres ressources, peut-être, va les orienter davantage vers ces secteurs dont l'immédiateté de la priorité est là, plutôt que d'encourager une recherche pour l'avenir. Ce qui est regrettable, mais qui reste un constat froid et lucide. Aujourd'hui, nos États n'encouragent pas suffisamment la recherche pour nous permettre d'avoir un droit des brevets forts. Et M. Kasso a raison, parce qu'aujourd'hui, si on regarde en termes de protection dans le monde, il n'y a que 2% des brevets accordés dans le monde entier qui sont donnés en Afrique. 2%. Donc, les 98% de brevets sont octroyés ailleurs, dans des États industrialisés et pas dans les nôtres. Pour y remédier, les politiques publiques devraient, les politiciens et les politiques publiques devraient promouvoir, en tout cas encourager la recherche scientifique en Afrique de l'Ouest et en Afrique, sur le continent africain. Il y a d'ailleurs une initiative de Wati, un projet de Wati sur le site wati.org où on fait la valorisation et la promotion de la recherche au Sahel. J'invite tout un chacun à y faire un tour pour voir les entretiens qui ont été faits à ce sujet et les documents qui y figurent. Absolument. Avant la recherche, il faut même dire l'éducation scientifique tout court, parce que malheureusement, dans nos États, j'en suis le parfait exemple, nous sommes plus attirés par les études littéraires, économiques, de gestion que les études scientifiques. Et les derniers résultats du bac le montrent. Nous n'encourageons pas suffisamment les élèves à aller vers les matières scientifiques. Et ce sont ces matières-là qui vont donner le goût de la recherche scientifique et médicale, et nous amènerons nos futurs titulaires de brevets, nos futurs prix Nobel de physique, de mathématiques, etc. En effet. Il y a aussi le jeune que j'ai vu récemment qui a fait une lunette, qui a créé une lunette que Maram Kairé de la Céoride a postée l'autre jour. C'est bien, on voit qu'on a le talent. Ce qui reste, c'est vraiment de promouvoir la recherche scientifique et l'éducation scientifique, comme vous le dites, professeur Samb. Alors, on a eu d'autres questions ici. Que pense M. Samb de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI? Son action est-elle efficace et a-t-elle les moyens pour mener à bien sa mission de protéger la propriété intellectuelle au niveau africain? Alors, l'OAPI, il faut, pour apprécier son rôle, savoir quelles sont les missions qui lui sont assignées. Alors, l'OAPI joue simplement le rôle que joue l'INPI en France, l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que l'OAPI a pour mission de délivrer des titres de protection à des créateurs sur le plan industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un inventeur veut obtenir un brevet, il le dépose auprès de l'OAPI.
quand on a démarré un commerce et qu'on a une marque, quelle qu'elle soit, pour en être le titulaire exclusif, il faut solliciter une protection auprès de l'OAPI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le rôle de l'OAPI, ainsi que de ses satellites nationaux, au Sénégal, on a l'ASPIT, l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle. Donc, le rôle de l'OAPI et ses satellites est tout simplement de permettre aux créateurs de pouvoir jouir d'un monopole d'exploitation s'ils respectent les conditions posées par la loi. Et la loi, en l'occurrence, une loi communautaire, c'est la Convention de Bangui qui décline, énumère les conditions de brevetabilité pour une invention et les conditions d'octroi du titre de protection sur une marque de fabrique ou de service. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone que vous avez, votre ordinateur ou vos commodités, s'ils sont frappés de marque, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit d'utiliser la même marque au Sénégal. Et cette prérogative-là, c'est l'OAPI qui le consacre. Et l'avantage de l'OAPI est de permettre une protection au sein des 17 États. C'est-à-dire que si on dépose une marque à l'OAPI, quand bien même vous êtes sénégalais, malien, ivoirien, vous avez une protection dans l'ensemble des 17 États signataires de l'accord de l'OAPI. Donc ça, ce sont ces missions et l'avantage principal que procure l'OAPI. Par contre, est-ce que l'OAPI dispose de suffisamment de moyens? Peut-être quelqu'un qui connaît suffisamment l'institution pourrait répondre à ces questions-là, mais en tout cas, elle fait de son mieux pour sensibiliser, porter ces problématiques et même délivrer une formation aux personnes qui le souhaitent au niveau de son siège à Yaoundé. Merci pour la réponse, professeur Samb. L'auteur de la question, Babacar Ndiaye, vous remercie. J'ai aussi une autre question là de M. Abdul Wahab. Il dit qu'il est étudiant en programme TRAPCA en Tanzanie et il aimerait avoir votre opinion sur les savoirs traditionnels en Afrique. Ces savoirs sont d'une importance capitale dans nos sociétés. De ce fait, l'accord sur les aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce ADPI-PIC offre-t-il une protection effective de ces savoirs? L'ADPIC prend-il en compte les savoirs traditionnels? Alors, c'est une belle question. Alors, une seconde, j'aimerais savoir personnellement que signifie l'ADPIC, surtout pour les internautes qui nous suivent et qui pourraient ne pas savoir aussi. Alors, l'ADPIC, c'est un accord qui est issu des accords de Marrakech de 1994 ayant institué l'OMC. Et si on apprécie les savoirs traditionnels qu'on peut qualifier de folklore, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de la part de l'UNESCO, d'une institution comme l'UNESCO, une volonté de valoriser ces savoirs traditionnels, le folklore. À titre d'exemple, aujourd'hui, si on regarde la loi au Sénégal, on y trouvera mention de la protection du folklore. Mais attention, le folklore est très difficilement saisissable par la propriété intellectuelle, pour deux raisons. Parce que quand on parle de folklore, de savoir traditionnel, il est très difficile d'identifier la personne qui est auteur de ce savoir traditionnel, de ce folklore. Or, on a dit que la propriété intellectuelle consacre la propriété individuelle sur une création. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une possibilité de propriété simultanée, voire successive. Il y a les œuvres de collaboration qui permettent d'avoir plusieurs personnes autour d'une même création, les œuvres collectives, etc., etc. Mais si on ramène la question
au folklore, la problématique qui va se poser, aujourd'hui, si on va à Medina Sabah, je ne crois pas que quelqu'un soit en mesure de vous dire que telle personne est l'auteur du Ngoyan. Un. Deuxièmement, le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, offre une protection pendant toute la durée de la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Si on prend le savoir traditionnel, si on prend le folklore, comment pourrait-on dater de façon précise sa date de création, donc la durée de la protection, et comment, en perspective à ce que je dis tantôt, saura-t-on la personne qui l'a créée, quand est-ce qu'elle est morte et pendant combien de temps il faut compter les 70 ans de protection après sa mort? Parce qu'un des principes du droit de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur notamment, c'est que après la mort de l'auteur, 70 ans après sa mort, sa création tombe dans le domaine public. Ça veut dire que toute personne qui le souhaite pourra alors se saisir de la création, se l'approprier, voire le réinterpréter à sa façon. Donc, par conséquent, il va être très difficile sur le plan du droit d'auteur de faire rentrer le folklore dans son périmètre, mais en même temps, une institution comme l'UNESCO est en train de travailler pour que les terroirs d'où partent les savoirs traditionnels, ce folklore-là puisse tirer profit de ce marqueur de leur terroir. Merci beaucoup, professeur. Franchement, toutes les idées sont claires et j'espère que M. Abdul Wahab a une réponse à sa question. Nous passons à la question de M. Billy Kouevi, qui est étudiant en Master 2 en droit des affaires au Togo. Il écrit son mémoire sur la protection par le brevet des créations générées par l'intelligence artificielle. Pensez-vous que dans un avenir plus ou moins proche en Afrique, une intelligence artificielle peut être détentrice d'un brevet sur une invention qu'elle a réalisée avec une très faible intervention humaine, si toutes les conditions de brevetabilité sont remplies? Quelles sont les solutions actuelles en Europe et dans les autres régions du monde? Merci d'avance. Alors, c'est une question très pointue, mais il ne faut pas perdre de vue une chose très simple. Même le Bitcoin, les crypto-monnaies, ce sont des êtres humains qui les possèdent. Donc, aujourd'hui, derrière l'intelligence artificielle, il y aura forcément une main humaine qui oriente l'intelligence artificielle. Pour dire qu'en droit des brevets comme en droit d'auteur, le ou la titulaire, c'est toujours une personne humaine. Et d'ailleurs, si on reprend les conditions de brevetabilité, excusez-moi de faire un peu de juridisme, elles sont très rigoureuses. C'est d'abord la nouveauté. Il faut que l'invention soit nouvelle et cette nouveauté s'apprécie par rapport à l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on va regarder dans l'état de l'art si une chose avec la même fonctionnalité existe. Et si c'est le cas, votre désir d'invention tombe puisqu'on considère qu'une chose ayant la même fonctionnalité existe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'activité inventive, c'est-à-dire que celui qui postule pour le brevet doit être en mesure de créer quelque chose qu'un ingénieur lambda ne saurait pas faire. Et enfin, il faudra que l'invention soit susceptible d'application industrielle. Donc, si on regarde la question du monsieur par rapport aux conditions de brevetabilité, il faut
une personne humaine, c'est une personne humaine qui est titulaire des droits. Et ensuite, est-ce que dans quelques années, une intelligence artificielle parviendra à suppléer à l'homme pour récupérer la titularité des droits? Je crois que par humilité, il faut répondre, je ne sais pas, parce que la technologie avance à une vitesse qui nous échappe nous-mêmes. Et je crois que par mesure de prudence, il ne faut pas lancer de paris sur ce qu'il adviendra de la technologie dans quelques mois, voire quelques semaines. Merci professeur. Nous avons une dernière question de Bergedor Rajidou qui demande comment prouver sa subtilité, son élégance, sa personnalité à l'intérieur de l'œuvre contestée en matière de droit d'auteur. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu, Sarah. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Est-ce que... En matière de droit d'auteur contesté, comment prouver sa subtilité, son élégance et sa personnalité à l'intérieur de l'œuvre contestée? Oui, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant d'originalité. Vous savez, une originalité est appréciée par le juge du fond. Que regarde le juge? Le juge regarde deux choses. La première, je l'ai dit, l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou l'apport intellectuel de l'auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde n'a pas la sensation de regarder le soleil et de le peindre en violet, par exemple. Tout le monde n'a pas regardons les auteurs. Quand on lit Boubacar Boris Diop, ce n'est pas la même chose que quand on lit Souleymane Bachir Diagne. Quand on lit Mbougar Sarr, ce n'est pas le même style que Elgas, Souleymane Gassama. Ce n'est pas le même agencement, ce n'est pas le même style, ce n'est pas. Donc, à travers les créations, on cherche à percevoir, c'est subjectif encore une fois, c'est pourquoi je l'ai dit, de façon subjective, comment la création reflète en quelque sorte la personnalité de l'auteur. J'aime bien Mbougar Sarr, c'est pourquoi je l'ai cité. Ceux qui le lisent et qui le connaissent un peu savent que ce qu'il écrit de façon élégante, bien agencée, recherchée et très pointue, c'est comme ça qu'il est lui-même. Quand on connaît Boubacar Boris, qui est un auteur de combat, Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, quand on le lit, on peut tout de suite percevoir l'empreinte de sa personnalité qui est en même temps reflétée par sa carrière universitaire et les combats politiques qu'il a eu à mener. Quand on prend n'importe quel peintre qui a le talent, quand on regarde son tableau, on peut également, si on le connaît, y percevoir sa personnalité. Donc, c'est subjectif, mais il y a des critères quand même assez concrets dont se servent les juges du fond pour apprécier la condition d'originalité d'une œuvre et donc en octroyer la titularité des droits à un auteur. Merci, professeur, pour toutes vos réponses et merci à tous ceux qui ont laissé des questions sur Facebook. Malheureusement, le temps nous a rattrapés. Il ne reste plus que 2 minutes. Je vais laisser la parole à Farah Sedjeli pour les conclusions. À tous ceux qui ont laissé leurs questions sur Facebook, je crois que le professeur va y répondre quand il aura le temps, bien sûr. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Sarah. C'est vrai, la discussion est tellement intéressante qu'une heure ne pourrait pas suffire, mais malheureusement, il nous faut avancer. Merci, professeur, pour la disponibilité et surtout la pédagogie avec laquelle vous avez abordé la question sur le droit de la propriété intellectuelle. Même quand on est profane du droit, on parvient à se retrouver. Nous aurons compris qu'il y a un véritable arsenal juridique pour protéger les flux de l'esprit, mais aussi cela passe par l'éthique et la responsabilité individuelle, mais aussi les enjeux politiques, économiques, culturels à considérer. Alors, chers internautes, le débat de Wati se poursuit toujours. Vous pouvez consulter le site www.wati.org. Vous pouvez participer au débat de Wati en envoyant un article de 1000 à 1500 mots ou de nous accorder un entretien oral. Il y a un bouton « Participer au débat » sur la page que vous pouvez remplir pour indiquer
vos préférences et nous laisser vos coordonnées. Je remercie ma co-modératrice Saran et les collègues qui nous supportent en relayant en ce moment même les tweets sur les points forts de cette discussion et notre valeureuse team IT. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines séances de Facebook Live à venir sur le thème avec d'autres invités. Merci encore, professeur. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.